Bonjour à tous. C'est avec grand plaisir qu'on va vous parler avec Salima de l'impact du diagnostic étiologique, pour le coup, du TDI sur la prise en charge. Donc, on a pas mal parlé du diagnostic fonctionnel de TDI et de son importance. Vous savez qu'on ne peut pas réfléchir à l'impact du diagnostic, qu'il soit fonctionnel ou étiologique, sans se mettre dans la temporalité du patient et de sa famille. Donc, comme le docteur Curie l'a bien dit, plus le trouble intellectuel est sévère et plus on va avoir des manifestations précoces. Ces manifestations, je ne vais pas les détailler, mais à partir du moment où on va suspecter le TDI, va commencer la démarche de la recherche étiologique. Et en fait, l'impact du diagnostic étiologique va dépendre beaucoup de l'enfant, de son environnement, de l'âge auquel ça a commencé, et de l'écart, la temporalité entre le diagnostic fonctionnel et le diagnostic étiologique lui-même. C'est-à-dire, c'est une chose si, par exemple, un bébé qui a une hypotonie, des troubles alimentaires en période néonatale va déclencher des recherches étiologiques et on va aboutir à un diagnostic étiologique précoce. Avant même les premiers signes clairs de TDI, ça a un impact très différent que quand il y a une évolution de l'enfant et où le diagnostic étiologique va tomber à un âge où on est en train de se poser la question de comment aider l'enfant à s'adapter, comment le rééduquer, comment l'orienter, etc. Vous savez aussi, comme ce qu'on a dit avant, que le TDI est rarement isolé, donc il fait partie un peu de la grande famille des TND et il interagit avec les autres troubles. Et donc, il y a plusieurs formes de TND qui s'entremêlent. Il est aussi rarement isolé dans ses manifestations, donc on va avoir le TDI qui est associé à d'autres symptômes et ça va s'articuler dans des syndromes qui sont rares, mais donc on va essayer un tout petit peu de naviguer dedans avec Salima. Merci Marie-Thérèse. Bonjour à tous. Donc, avant de vous parler de l'impact du bilan étiologique, finalement, on s'est dit qu'il fallait déjà parler des étiologies du TDI. Il y a plusieurs façons de les classer, de les classifier. Là, c'en est une parmi d'autres. On a pris le parti de les montrer comme ceci. Alors, avec tout en haut, vous voyez les causes dites neuropédiatriques, on les a appelées comme ça. Marie-Thérèse va en parler par la suite. Notamment les malformations cérébrales, les maladies métaboliques, qui sont deux grandes causes. Les causes génétiques, bien entendu, qui sont chromosomiques ou géniques. On va détailler ça tout à l'heure. Les causes dites anténatales ou environnementales, et dedans, évidemment, peuvent s'inscrire plusieurs étiologies, alors virales, une prise d'alcool pendant une grossesse, de médicaments toxiques ou une maladie maternelle, parfois métabolique. Les causes dites périnatales, comme par exemple la grande ou très grande prématurité, et les causes postnatales ou acquises, une encéphalite, une noyade, un traumatisme crânien, par exemple. Donc je vais détailler un petit peu les causes génétiques. Alors, je vais essayer de faire des petits rappels, mais très brefs, parce qu'Amélie en a déjà beaucoup parlé. Simplement comme rappel sur les gènes, l'ADN, vous savez que notre corps est constitué de milliards de cellules et que ces cellules sont constituées d'un noyau. Au sein de ces noyaux, il y a donc nos chromosomes, 46, que vous voyez à droite sous la forme d'un karyotype. Et ce chromosome, finalement, ça n'est rien d'autre. Est-ce que vous voyez ma souris ou pas ? Ouais. Ce n'est rien d'autre que de l'ADN compacté. Moi, j'aime bien donner l'image d'une pelote de laine. Et si on se mettait à décompacter ce chromosome et à tirer dessus, eh bien, on va avoir cette fameuse double hélice d'ADN avec laquelle vous êtes familier. Et cette double hélice-là, elle est composée, on l'a dit tout à l'heure, de bases nucléotidiques. Et là, comme le disait Amélie, on en a plus de 3 milliards, ce qui forme les barreaux de l'échelle. Là. Et donc le gène, là c'est un petit peu virtuel, c'est une unité d'ADN, et ça, on en a plus de 20 000, en tout cas de gènes dits codants. Et on ne sait pas tout aujourd'hui. Un petit schéma, l'idée c'est pas du tout de rentrer dans la technique, c'est simplement pour avoir une idée de l'échelle et de quoi on parle finalement. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Alors on va partir du plus grand au plus petit, donc du bas vers le haut. Vous voyez qu'en bas, on a les anomalies de nombre et de structure des chromosomes, avec comme exemple que vous connaissez très bien, la trisomie 21. Et puis plus on va zoomer finalement sur l'ADN, plus on va pouvoir identifier ce qu'on appelle des délétions ou des duplications chromosomiques. Certaines sont plus connues que d'autres, comme la délétion 22q11 ou syndrome de Di-George, mais il y en a d'autres. On parlait tout à l'heure du syndrome de Williams. Et puis cette fois-ci, donc là ce sont des fragments manquants ou dupliqués d'ADN, mais chromosomiques, au niveau de l'échelle du chromosome, des petits fragments qui sont manquants ou dupliqués. Et si on zoome encore, on se retrouve donc sur la double hélice d'ADN, et là, on est à l'échelle de la base ou de la paire de bases. Et là, cette fois-ci, on va parler de variants ou de mutations ponctuelles, comme le disait Amélie tout à l'heure, et il y a énormément de syndromes qui peuvent être liés à cela. Les techniques, je ne vais pas les détailler, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on utilisait beaucoup de panels de gènes, puis le séquençage de l'exome, et maintenant le séquençage du génome, qui permet donc d'étudier
Je rapproche. Oui, pas de problème. Donc, tu l'as dit, énormément de progrès les 10 dernières années. Donc, cette courbe, vous l'avez déjà vue, avec une évolution très rapide de l'identification de nouveaux gènes. Vous allez voir à droite, vous voyez les couleurs, c'est en fonction du mode de transmission. On en parlera juste après. Donc, à peu près 1700 gènes impliqués dans l'ADI, mais malgré tout, à peu près 50% des cas ne sont pas résolus. Un patient sur 2 avec TDI n'a pas de diagnostic, et parfois des errances diagnostiques de plusieurs années, voire même de plusieurs dizaines d'années. Alors, la consultation de génétique, quand est-ce que je suis amenée finalement, je suis généticienne clinicienne, quand est-ce que je suis amenée à voir des patients en consultation avec un TDI? Il y a différentes situations possibles. Les plus fréquentes sont ici. Alors, soit à gauche, vous voyez un patient, une patiente avec un TDI inexpliqué, plus ou moins d'autres signes, morphologiques, malformatives ou autres, et on se pose la question d'une origine génétique. Il peut s'agir d'une situation de grossesse qui est en cours avec des malformations identifiées chez le fœtus. Alors, je prends bien sûr l'exemple d'une malformation cérébrale, puisqu'on est dans le TDI, et on se pose la question aussi d'une origine génétique, c'est pas le même timing. Il peut s'agir d'une situation avec un TDI chez un premier enfant et un couple qui a un projet de nouvelle grossesse et qui souhaite savoir s'il y a un risque de récurrence et comment éviter éventuellement ce risque. Et puis, ça peut être une situation aussi avec un apparenté qui a un TDI et puis des gens qui viennent nous voir pour savoir s'ils sont à risque eux-mêmes de développer quelque chose et de transmettre à leur descendance. Alors quel est l'impact finalement, parce que c'est le titre de notre topo, du diagnostic étiologique dont on va vous donner plusieurs exemples, on va essayer d'illustrer ça. Le premier gros impact, à mon sens, c'est de diminuer l'errance diagnostique des familles et d'essayer de nommer la maladie rare. On n'y arrive pas toujours, mais quand on peut le faire, les parents en sont quand même plutôt satisfaits. Là, c'est l'exemple d'une mutation dans un gène, EHMT1, c'est le syndrome de Clive-Strang, vous voyez à droite des patients. Et donc finalement, quel va être l'impact pour cette famille d'obtenir un diagnostic moléculaire, avec un nom et des noms de gènes imprononçables en général, et qu'on a du mal d'ailleurs souvent à retenir. Bien évidemment, c'est la fin d'une longue odyssée, je vous le disais, parfois plus de 10 ans d'errance. Un sentiment de déculpabilisation de la part des parents, et ça c'est très 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 récurrent. On a beaucoup de couples, et souvent les mamans, qui nous disent vraiment ça m'enlève un poids, parce qu'on a souvent cette pensée-là, les mamans ont souvent cette pensée que est-ce que j'aurais pas fait quelque chose pendant ma grossesse qui fait que mon enfant, il aurait cette maladie-là, c'est de ma faute probablement. Du coup, voilà. Après le conseil génétique de la personne atteinte et des apparentés, donc ça on va en parler. Alors, le gène RNU4-2, tu en as parlé tout à l'heure, Amélie, c'était pour vous montrer l'évolution des connaissances et l'intérêt. L'évolution des connaissances avec un nouveau gène, donc fréquemment muté chez des patients avec TDI, tu l'as dit. Et donc, très très vite, entre 2024 et 2025, la Terre entière s'est mobilisée, mais en France, on était très très bon, puisqu'on a réanalysé au niveau national plus de 20 000 patients français avec TDI, et il y a plus de 100 patients qui ont été identifiés avec des mutations, la même mutation dans ce gène-là, avec des patients qui avant avaient tous les examens génétiques possibles qui étaient négatifs. Et j'aime bien le titre que je vous ai traduit ici de cet article qui dit « Le visage et les caractéristiques du syndrome RNU4-2, un nouveau trouble du neurodéveloppement courant, reconnaissable et pourtant caché ». Et c'est vraiment ça. Alors, préciser le conseil génétique, c'est un impact très important, c'est ce dont je vais vous parler. Donc, une maladie génétique, elle n'est pas toujours transmise. C'est souvent l'idée qu'on en a. Typiquement, le gène dont on parlait avant, le syndrome de Clive-Strang, c'est un syndrome qui se transmet sur un mode autosomique dominant, mais dans la grande majorité des cas des syndromes avec TDI, la mutation n'est pas transmise. On dit à peu près plus de la moitié des cas, vous voyez, elle n'est pas transmise par les parents. On parle de néomutation ou de mutation de novo, présente que chez l'enfant et pas chez ses parents. Alors ça a une signification très importante évidemment, puisque les gens qui viennent chercher un diagnostic, ils viennent souvent aussi avec l'idée de quel est le risque si je veux avoir un autre enfant. On sait que là, le risque est très faible. Il n'est pas de 0, mais il est très très faible et on peut éviter une récurrence. Un cas clinique un petit peu différent avec un autre mode de transmission. Là, il s'agit d'un petit garçon, un premier enfant, de gens qui vont bien, une grossesse qui s'est bien passée. Et puis, dès les premiers mois, par contre, on note une hypotonie très précoce, des difficultés à prendre les biberons, des infections respiratoires qui vont arriver, être récurrentes, une constipation chronique. Et puis, c'est un enfant qui va mal se développer et qui va développer une épilepsie sévère et par la suite une déficience intellectuelle sévère. Il a tout un bilan étiologique, vous pensez bien, que j'ai résumé là et qui montre rien de spécifique finalement. Il a un examen génétique que je n'ai pas détaillé tout à l'heure, qui est la CGH-Array, qui permet de mettre en évidence donc une duplication chromosomique dont on parlait tout à l'heure, une duplication de la partie terminale du chromosome X, qui emporte entre autres le gène MECP2. Et donc ce syndrome-là, on le connaît, il est très rare et on sait qu'il est lié donc au chromosome X. Et cette fois-ci, on teste les deux parents et la maman est porteuse. Elle est porteuse, on dit qu'elle est conductrice parce qu'elle est complètement asymptomatique, elle n'a pas de symptômes, elle n'avait aucun moyen de savoir qu'elle était porteuse de cette mutation-là. Et donc l'intérêt là aussi est majeur, puisque si cette femme a un autre enfant, s'il s'agit d'un garçon, il y a un risque sur 2 que cet enfant soit à nouveau atteint. Et elle va pouvoir bénéficier, si elle le souhaite, le couple, d'un diagnostic prénatal, éventuellement pour une autre grossesse, outre le fait qu'on apportait un diagnostic, bien sûr. L'autre gros intérêt, c'est qu'on va
dépister, si les gens le souhaitent, les apparentés de la famille qui sont à risque. Et typiquement, il y a des familles comme ça où finalement, l'information, elle ne circule pas toujours. Nous, on le voit bien en consultation quand on fait nos arbres généalogiques. Et puis, après un diagnostic, parfois, les langues se délient un petit peu. Et puis, en réinterrogeant les gens a posteriori, les mamans, elles vont aussi poser des questions à la grand-mère, à la grand-tante. Et on s'aperçoit que finalement, il y a des gens qui avaient perdu des enfants très jeunes. Et ça peut remonter parfois assez loin. Et on ignorait ça au tout début, finalement. Et donc, le fait d'avoir un diagnostic, vous voyez qu'ici, j'ai mis un petit rond noir chez les femmes qui sont conductrices et qui n'ont pas de symptômes. Ça nous permettra de dépister celles qui le souhaitent et de savoir de les rassurer si elles ne le sont pas, ou de les avertir du fait qu'elles ont un risque d'avoir un enfant atteint. Puis après, elles font ce qu'elles souhaitent, bien sûr. Ce diagnostic, ça a permis, dans une certaine mesure, d'améliorer la prise en charge du patient, dans le sens où, si on a un diagnostic moléculaire assez clair, ce n'est pas toujours le cas, mais comme celui-ci, eh bien, on ne va pas aller plus embêter cet enfant finalement. On ne va pas aller l'embêter avec une biopsie musculaire pour savoir s'il a finalement une myopathie. On ne va pas aller lui faire de ponction lombaire ou d'autres examens qui sont extrêmement invasifs, voire douloureux, si on n'en a pas besoin. Donc il y a quand même, selon nous, un gain très important au niveau du patient. Et puis un autre cas clinique, cette fois-ci, qui sont toujours des cas tout à fait réels, toujours pour illustrer le conseil génétique et l'important, c'est le fait que vous voyez qu'il n'y a pas d'antécédent dans la famille, chez les patients dont je vous ai parlé, et pour autant, il y avait une véritable maladie génétique. Là, il s'agit d'un jeune patient qu'on suit depuis de nombreuses années dans le service, qui a donc un TDI qui est sévère, initialement un retard de développement, il est non-verbal, il n'a pas acquis la propreté à l'âge de 9 ans. Il est suivi, il a en plus de son TDI un trouble du spectre de l'autisme, des difficultés de comportement qui se majorent avec le temps. Et puis il a la particularité d'avoir une surdité de perception bilatérale qui est modérée à sévère. Il est appareillé. Il a sur le plan visuel un strabisme hypermétropique qui sont corrigés, une cryptorchidie, des mensurations qui sont dans les normes, et puis des choses complètement aspécifiques, des taches caféolées comme on en voit souvent. Et puis ce patient, il a eu tous les examens possibles. Pour le coup, il a eu ce qu'on appelle la CGHRL, la recherche bien sûr de l'X fragile, il a eu un panel de gènes de TDI, il a eu un séquençage d'exomes qui était négatif, et puis le temps passe, un bilan métabolique complet. Il a eu droit à sa biopsie musculaire, parce que quand on ne comprend pas, on se dit c'est peut-être mitochondrial, donc on va assez loin. C'était pas ça. IRM cérébral, des petites anomalies, mais qui ne sont pas spécifiques finalement. Et donc un couple qui était en grande demande de conseils génétiques. Et ce patient, le fait est que c'est le premier qui a été inclus dans une étude nationale qu'on appelle DEFIDIA, qui a été achevée là, on a les résultats actuellement. En 2 mots, ça a permis cette étude de proposer un séquençage de génome entier aux patients avec un TDI, sans diagnostic bien sûr. Et donc il y a eu plus de 3000 familles, on va dire, 2000 patients qui ont été inclus. On a des résultats très, très concluants. Et donc il était le premier patient inclus dans cette étude-là en mars 2020. Et ce séquençage de génome a permis d'emblée en fait d'identifier chez lui le diagnostic. Il s'agissait d'une variation, une mutation, c'est pareil, dite pathogène dans notre jargon, c'est-à-dire qu'elle est causale, à l'état homozygote, donc en double exemplaire chez lui, dans un gène qu'on appelle EIF3F. Et ce gène-là, très sincèrement, moi je ne le connaissais pas à ce moment-là, au moment du diagnostic. On fait de la bibliographie comme toujours, puis là on trouve une publication avec 9 individus, 7 familles, qui ne sont pas consanguines, comme c'était le cas de notre famille, et qui portent tous exactement le même variant à l'état homozygote. Ça, c'est pas fréquent. Et tous ces patients-là, même si on avait peu de recul, ils avaient tous un TDI modéré à sévère. Certains avaient une épilepsie, ils avaient une surdité, des difficultés comportementales, ils étaient peu dysmorphiques, tout comme notre patient, et puis d'autres petites choses qui n'étaient pas très spécifiques non plus. Et ce syndrome-là, pour le coup, il ne se transmet pas par le chromosome X ni de manière dominante comme on l'a vu tout à l'heure, il est autosomique récessif, ce qui veut dire que les parents sont tous les deux porteurs sains, ils n'ont absolument aucun symptôme et ne se savent pas d'ailleurs hétérozygotes. La particularité, c'est que le risque de récidive à chaque grossesse, il est malheureusement de 25%. Alors ce couple-là, le hasard a fait qu'une grossesse était en cours au moment où on a obtenu le diagnostic de leur garçon. Et donc, ils ont bénéficié d'un diagnostic prénatal, ils ont demandé à ce que ce soit réalisé, malheureusement, il était défavorable. Donc, le couple a choisi de ne pas conserver la grossesse. Et par la suite, heureusement, l'histoire se termine bien, puisqu'ils ont eu un autre enfant. Et cette fois-ci, le DPN, le diagnostic prénatal, était favorable et cet enfant va bien. L'issue était positive. Et puis, enfin, l'impact du diagnostic étiologique, bien sûr, dans certaines situations, parce que la génétique ne répond pas à tout, parfois la génétique, elle est décevante, c'est parfois d'affiner éventuellement le pronostic, d'adapter la surveillance médicale dans certaines situations. Si on sait qu'il va y avoir une atteinte sur les yeux, une atteinte sur l'audition, on va être peut-être un petit peu plus vigilant vis-à-vis de ça, guider le traitement dans certaines situations et évoquer des stratégies de prise en charge. Et là, c'est une transition avec ce que va nous expliquer Marie-Thérèse, c'est son domaine.
Donc on continue en fait avec les causes alors neuropédiatriques, on les a nommées, hein, c'est les causes qu'on repère autrement que par les tests génétiques, ou en tout cas par des tests complémentaires, et qui peuvent donner des manifestations neurologiques en plus du TDI. Donc on commence assez rapidement par les situations où on a le diagnostic étiologique déjà à l'IRM cérébral. Donc là, en l'occurrence, à partir du moment où on a eu cet examen-là, on peut avoir une explication au TDI de l'enfant. Alors, l'IRM cérébral peut nous aider à poser des diagnostics de causes acquises, par exemple virales, infectieuses, tumorales, ischémiques, ou alors des causes congénitales, comme par exemple des anomalies dans le développement cérébral. Là, en l'occurrence, le diagnostic va aller assez vite et ça a quand même un impact parce que, par exemple, si on a une IRM qui nous montre une infection ou un problème vasculaire, bien sûr, ça va orienter notre traitement. Ça peut aussi nous permettre d'évoquer la courbe développementale ou le pronostic à long terme et dans certaines situations, choisir des stratégies de prévention. Je prends l'exemple, par exemple, des infections cérébrales où il va falloir, par exemple, suivre de très près les troubles sensoriels qui peuvent apparaître ultérieurement, comme par exemple la surdité après une méningite ou autre. Je vais un tout petit peu développer un certain nombre de pathologies qui sont pourvoyeuses de TDI, qui sont très rares, mais dans lesquelles le diagnostic, plus il est précoce, plus ça va impacter positivement le pronostic au long cours. Alors, je vais parler des maladies héréditaires du métabolisme. Alors, comme leur nom l'indique, elles sont héréditaires, donc on peut aussi les dépister par des examens génétiques. Elles sont rares. Tout ce qui est métabolique, c'est en fait en rapport avec une enzyme qui dysfonctionne ou un transporteur qui dysfonctionne. Et ça va avoir un impact sur le métabolisme global de l'individu, qui va entraîner soit une toxicité, une accumulation d'un produit toxique qui est censé être épuré, soit un déficit énergétique, c'est-à-dire que le corps, dans son métabolisme, le métabolisme va arriver à des sortes de crises d'énergie et il ne va pas pouvoir fabriquer assez d'énergie, soit à une accumulation de produits de dégradation qui sont eux aussi toxiques pour le cerveau, et ce qu'on appelle les maladies de surcharge. Et on peut imaginer que le trouble intellectuel peut être représenté dans chacun de ces types de déficits, que ce soit dans le déficit énergétique, dans les intoxications ou dans les maladies de surcharge. Alors, quand est-ce qu'on y pense? On a l'habitude de parler de drapeaux rouges qui nous font évoquer une pathologie métabolique. Par exemple, des antécédents familiaux de mort inexpliquée dans la famille. Par exemple, ce qu'on appelle les atteintes illégitimes d'organes, c'est-à-dire un enfant qui a un TDI et qui a en plus une cardiomyopathie ou une atteinte rénale, enfin des atteintes qui, on ne voit pas très bien le lien entre ces différents organes. Le métabolisme étant ubiquitaire, ça peut expliquer ce lien-là. Le docteur Curie a déjà introduit la notion de trajectoire développementale qui sera aussi encore bien abordée cet après-midi. Mais dans les trajectoires développementales, à partir du moment où on a vu l'enfant, on peut regarder sa trajectoire jusque-là. Et comment elle était cette trajectoire? Ça peut nous orienter vers ce type de pathologie, notamment si on constate que c'est un enfant qui a déjà présenté des épisodes de régression, ou alors qu'il a des symptômes moteurs ou des symptômes paroxystiques qui s'aggravent dans des situations qu'on appelle de catabolisme. Par exemple, quand il est à jeun ou quand il est malade ou quand il a une infection, il a une aggravation de ses symptômes. Ça, c'est un vrai drapeau rouge pouvant évoquer des maladies du métabolisme. Certains enfants ont des particularités alimentaires. Alors là, c'est un gros chapitre. On sait que dans le TSA, en particulier, les enfants ont des particularités alimentaires qui sont très propres à chacun des enfants. Mais il y a des particularités alimentaires qu'on retrouve dans les maladies héréditaires du métabolisme qui sont assez typiques, comme par exemple l'éviction systématique de toutes les protéines animales. Ça, c'est très évocateur d'une pathologie métabolique. Donc, quand un enfant, les parents nous disent qu'il ne mange pas de viande, sauf quand elle est hachée dans la lasagne, là, ça va. Mais quand un enfant a une éviction totale de tout ce qui est protéines animales, ça peut être évocateur. Et enfin, certains symptômes neurologiques, je les détaillerai à la prochaine diapo. Donc, le métabolisme, c'est un truc très complexe, mais la façon de réfléchir, si on se laisse cette histoire de drapeau rouge, ça nous permet au moins de l'évoquer et après de l'explorer. Là, en l'occurrence, je vous illustre ce cas par cet arbre généalogique du 5e enfant de parents apparentés.
La famille a déjà perdu 2 autres garçons en période très jeune, et ces enfants associaient une hypotonie et une atteinte cardiaque. Donc on a une association illégitime d'organes, des antécédents familiaux. Alors ça peut ne pas être une maladie métabolique, mais en tout cas, il faut faire les explorations pour l'éliminer. Une autre histoire où les atteintes d'organes peuvent nous orienter vers un TDI d'origine métabolique. Un petit garçon de 12 mois qui présente effectivement un retard de langage. Donc, en plus de cela, quand on l'examine, il a une kyphose lombaire que vous voyez là à l'imagerie. Donc, vous voyez que la colonne, elle n'est pas droite. Il a un trouble auditif, donc qui peut aussi contribuer à son trouble de langage. À l'examen clinique, on voit qu'il a une opacité cornéenne, des opacités cornéennes, des raideurs articulaires, une hernie, une hépatomégalie, une splénomégalie. C'est une association syndromique qui nous fait évoquer ce qu'on appelle les maladies de surcharge. Si on regarde bien, le faciès, même si on a le cache sur les yeux, et il y a un faciès qu'on appelle infiltré avec des traits un peu épais. Donc là, en l'occurrence, ça permet de poser assez rapidement, avec un examen simple des urines, le diagnostic d'un syndrome qu'on appelle le syndrome de Hurler. Et là, l'impact, il est de taille. Parce que si on fait un traitement précoce, et il est pas possible dans cette maladie-là de réaliser un traitement précoce par une greffe de moelle, ou encore depuis pas très longtemps des thérapies géniques, eh bien, ça va totalement modifier l'histoire naturelle de la maladie. Plus on va faire cette intervention tôt, plus on va préserver le cerveau d'une dégradation qui est, dans l'histoire naturelle, progressive dans le temps. Donc on va avoir un pronostic développemental qui est positivement impacté par le traitement précoce de cette maladie-là. Donc, dans les drapeaux rouges, donc on a la régression, les symptômes aggravés au jeune, et là vous voyez sur la courbe classique d'un TDI fixé dans le temps, où effectivement ça va devenir de plus en plus difficile avec l'âge, mais ça reste, l'enfant suit toujours sa propre trajectoire. On a aussi les maladies neurodégénératives où on va avoir une cassure de la trajectoire développementale, ou alors des profils un peu en dents de scie. Ça permet effectivement assez rapidement de réaliser des examens, parce que ces examens-là, ils sont beaucoup plus rapides, on a les résultats beaucoup plus rapidement que la génétique. Et si on pose un diagnostic de maladie actionnable ou traitable, on va avoir peut-être même un impact sur le pronostic vital. Je vous donne l'exemple d'une petite fille de 25 mois qui a un trouble du langage mis sur le compte d'un multilinguisme familial, qui a posteriori, les parents notent des troubles de l'équilibre à chaque fois qu'elle a des épisodes fébriles, qui refuse systématiquement de manger les œufs, les saucisses et le poulet. Alors c'est une famille orientale, donc refuser de manger les œufs au petit déjeuner, c'était quelque chose qui était tout à fait non culturel. Et puis en vacances, lors d'une gastro-entérite, les parents la retrouvent comateuse, elle développe une épilepsie, et en fait, elle avait un coma hyperammoniémique avec l'accumulation de l'ammoniac, qui est un produit de dégradation des protéines. Donc cet enfant se protégeait systématiquement des protéines. Donc c'est une maladie métabolique parce que c'est un déficit d'une enzyme qui est dans le foie, et effectivement, elle peut se manifester, pas forcément très tôt, elle peut se manifester à tout âge. À partir du moment où l'enfant est comateux, si on ne diagnostique pas, si on n'y pense pas, ben le pronostic vital peut être engagé et l'enfant peut en décéder. Et en fait, le plus tôt on diagnostique cette pathologie-là, et si on peut la diagnostiquer avant le coma hyperammoniémique, on a un impact positif sur le pronostic développemental. C'est un des justificatifs pour, lorsqu'on a des drapeaux rouges, aller vite à ces examens métaboliques qui sont certes, qui sont assez faciles à réaliser, même si les diagnostics sont rarement posés. Ça reste des maladies très très rares. Un dernier exemple d'un petit garçon de 4 ans qui a un trouble du langage, il a un trouble moteur avec une dysarthrie, il a un TDI. Il a aussi des troubles de coordination qui impactent assez rapidement dans l'observation des parents les gestes simples, donc les gestes déjà dans les jeux. Et puis, c'est un enfant qui présente des épisodes de troubles moteurs et de troubles de l'équilibre au réveil et qui s'améliore après la prise du petit déjeuner. Là, en l'occurrence, c'est une maladie de l'énergie, de la fabrication de l'énergie, parce que cet enfant a une anomalie dans le transport intracérébral de sucre. C'est-à-dire qu'il a du mal à faire passer le sucre en intracérébral pour répondre à la demande du cerveau au niveau énergétique. Là, en l'occurrence, cette maladie peut répondre à un changement de régime en passant du régime classique au régime cétogène, c'est-à-dire un régime excluant les sucres, et la fabrication d'énergie va reposer plutôt sur l'administration de gras.
là aussi on peut avoir parfois une amélioration du développement et de la courbe développementale sur cette action-là. Voilà, donc dans ces situations-là, même si elles sont très rares, on a un impact sur l'accès aux soins, parce que si par exemple on a une maladie où on va avoir une carence en vitamines, on va pouvoir traiter l'enfant par des vitamines. Si on a un manque d'enzymes, on va pouvoir remplacer l'enzyme. Dans certains cas, et de plus en plus, on va avoir accès à des thérapies géniques. Maintenant, certaines de ces thérapies sont juste accessibles par des essais cliniques, mais si on n'a pas le diagnostic et si on ne l'a pas rapidement, les critères d'exclusion vont empêcher l'enfant de participer. Et puis, plus vite on va faire le diagnostic, plus on va modifier l'histoire naturelle de la maladie. Là, en l'occurrence, pour la mucopolysaccharidose de type 1, c'était des enfants qui allaient régresser, et puis décéder vers l'âge de 10 ans. Avec la greffe de moelle, on pouvait améliorer leur pronostic vital et fonctionnel. Maintenant, avec la thérapie génique, on voit des choses qu'on n'espérait pas voir, avec des développements qui sont quasi normaux, avec des reculs de 4-5 ans. L'autre chose, c'est que quand bien même on n'a pas de traitement spécifique, le fait de poser le diagnostic va permettre que la prise en charge de l'enfant soit uniformisée grâce aux protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Il y en a plus de 300 maintenant sur les sites de la HAS. Il y en a plus de 60 pour les formes rares de TDI, tous réalisés avec l'aide des filières de soins, maladies rares. Dernier petit mot, l'impact sur l'orientation. Est-ce qu'il faut attendre le diagnostic étiologique pour commencer la prise en charge rééducative et l'orientation de l'enfant? Si oui, ce serait comme si je devais, avant d'aider le petit Lucas qui s'est fracturé le bras, avant de l'aider à prendre note à l'école, j'aimerais savoir si c'est un vélo qui l'a renversé ou s'il est tombé à l'escalade. Au final, on s'en fiche. L'important, c'est d'aider cet enfant dans son orientation. Donc, je pense que pour être équitable vis-à-vis des enfants qui n'ont pas tous un diagnostic évident, l'orientation doit plutôt se baser sur le diagnostic fonctionnel et non pas forcément sur le diagnostic étiologique. Même si je ne suis pas du tout en train de dire qu'il n'a aucun intérêt, le diagnostic étiologique, au contraire, ça permet effectivement d'accompagner les familles, de les orienter. Ça permet, dans certains cas, quand les familles ont les mêmes diagnostics, de communiquer entre elles, de faire des associations parentales, de se rassembler, collecter des fonds pour la recherche. Et cette recherche, on a un retour en fait de cette recherche grâce effectivement à des essais comme l'essai Génida du professeur Mandel, où ça va être les parents eux-mêmes qui vont implémenter les informations et qui vont nous permettre de mieux comprendre l'histoire naturelle des maladies. Voilà, donc en conclusion, c'est hyper important le diagnostic étiologique, j'espère qu'on vous a convaincu. C'est important dans le conseil génétique, dans la pronostication, dans le traitement, dans l'uniformisation des soins. Et quand même, quand on a une absence d'identification de cause génétique, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça peut être environnemental, mais ça peut être aussi une génétique à laquelle on n'a pas encore accès et ça va évoluer dans le temps. Et l'absence de diagnostic étiologique ne doit en aucun cas retarder la prise en charge médico-sociale. Je vous remercie.